Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leurs visions. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Johan Servi est auteur, critique et conférencier spécialiste de l'histoire de la parfumerie moderne. Ce grand collectionneur de parfums anciens et expert reconnu dans ce domaine enseigne à l'École supérieure du parfum. Collaborateur régulier de Né, la revue olfactive, il écrit aussi pour Le Point et a participé aux ouvrages collectifs Les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir, Le Grand Livre du Parfum ou encore Parfums pour hommes, tous parus chez Né. Publié fin 2022, son livre Une histoire de parfum nous convie à un voyage olfactif dans le temps. De 1880 à 2020, il retrace l'histoire des grandes maisons, des parfumeurs et des grands succès de chaque décennie. Dans cet entretien, Johan Servi revient sur son parcours d'autodidacte et a même accepté le défi d'un blind test olfactif. Bonjour Johan Servi. Bonjour. Ma première question va être très directe. Comment cette passion du parfum est venue ? Elle est venue très tôt, j'étais très jeune, j'avais 11 ans je crois, oui j'avais 11 ans. Je ne saurais dire comment est-ce qu'elle est venue exactement, mais je sais qu'un jour, une espèce de choc en fait, olfactif, dans la salle de bain de mes parents, j'ai envie de mettre le nez dans leur flacon. Et donc je vaporise sur ma peau leur parfum que j'avais pourtant l'habitude de sentir au quotidien, mais voilà, là quelque chose de différent s'est produit. Il y a une émotion particulière et un intérêt est né, en fait. Alors, je me souviens très bien de ces parfums. Il y avait notamment le numéro 5 de Chanel, Habit rouge de Guerlain pour un homme de Caron et Diorella de Dior. Et voilà, donc il s'est produit quelque chose de particulier. Et je me souviens très bien, c'était au printemps 2001. Par la suite, très rapidement, mes grands-parents m'ont offert un livre auquel je dois énormément, en fait. C'est le Guide du parfum de Rebecca Veuillet-Gallo, la première édition qui date de 1995 ou 96. Et là, ça a été un des grands chocs de ma vie. J'ai découvert un nombre conséquent de parfums, de grands classiques, de parfums nouveaux. Alors à l'époque, parce que l'édition date du milieu des années 90, donc des parfums récents de l'époque également. Et puis avec une approche très intéressante parce que je me rendais compte que le parfum était au carrefour de plusieurs domaines en fait. La littérature, le cinéma, les arts plastiques, l'histoire, les voyages, la politique, la sociologie, des domaines comme ça. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et alors très rapidement, j'ai commencé à parcourir les rayons des grandes parfumeries. Moi j'ai grandi à l'époque, j'habitais à Grenoble. Et donc je me souviens très jeune, à 11-12 ans, parcourir les rayons des Sephora à Grenoble. Alors c'est vrai que c'était pas courant de voir un gosse justement comme ça dans les rayons, notamment les rayons féminins, sentir un peu toutes les fragrances. Je me souviens des conseillères de vente, des conseillers qui étaient un petit peu surpris, mais bon, avec une certaine bienveillance, donc on me laissait un peu faire mon cirque. Et j'ai senti comme ça tous les parfums. Je voulais tout connaître en fait. Et donc j'ai réussi à mémoriser quand même un nombre conséquent de fragrances en assez peu de temps. Voilà, ça c'est vraiment le point de départ en tout cas. D'accord, on peut dire que vous êtes autodidacte. Alors oui, effectivement. Comment est-ce que vous avez complété cette formation déjà sur le tas avec ces sessions dans les Sephora, dans les boutiques, et comment ensuite vous avez complété tout ça ? Oui, alors déjà, je voulais ajouter une chose effectivement. Donc je lisais dans cet ouvrage, tel parfum comporte de l'iris, celui-ci aussi. Oui, mais moi, à 11-12 ans, je ne sais pas ce que sent l'iris en parfumerie. Alors la méthode que j'avais trouvée à l'époque, c'était d'aller sentir des parfums qui avaient un ou plusieurs points communs sur des notes, par exemple cette note iris, ou alors sur un caractère ambré ou jasminé, etc. Et donc, en sentant ces différents parfums qui avaient ces notes communes, eh bien, je détectais la note commune et donc je me disais, ok, je comprends ce que sent l'iris, ce que sent le jasmin, ce qu'est un accord ambré, etc. Voilà, parce que je n'avais pas accès à l'époque, évidemment, aux matières premières. Et c'est une des façons, en tout cas, de pouvoir commencer à comprendre les fragrances. En tout cas, c'était la mienne et je trouvais que c'était pas mal, finalement. Et à quel moment, cette manière très personnelle et autodidacte de se former, à quel moment vous la complétez avec la rencontre de personnes clés,
avec une formation peut-être plus technique, plus scientifique? Oui, absolument. Alors, le parcours est long, il représente 20 ans, dans mon cas, effectivement. Tout a commencé au début des années 2000, donc en 2001, nous sommes en 2023, donc un peu plus de 20 ans. Donc, ce qui s'est passé, je n'ai pas pu, durant les premières années, durant ma préadolescence, mon adolescence, partager cette passion. Donc c'était quelque chose de secret, alors j'en parlais avec ma famille, effectivement, puis après je passais un peu pour une espèce de... je me souviens lors des soirées avec des amis de mes parents, pour une espèce de singe savant un petit peu, il fallait reconnaître le parfum de la copine de ma mère, du pote, etc. Donc voilà, mais ça se limitait à ça en fait, et bon, je sentais presque au quotidien. Et puis, par la suite, il y a eu l'apparition, et ça a été un événement très important dans ma vie, des blogs, avec la montée en puissance d'Internet, l'apparition des blogs, anglo-saxons dans un premier temps, francophones par la suite, et la découverte à partir de 2008, dans mon cas, d'Eau Parfum, qui a été fondée par Jeanne Doré en 2007. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'ai commencé à pouvoir partager justement ma passion avec toute une communauté, des gens que je ne connaissais pas, et voilà, par la suite tout ça s'est transformé en rencontres, et certaines de ces personnes sont devenues des amis chers et précieux à mon cœur, que je fréquente toujours aujourd'hui, bien sûr. Et donc il y a eu Eau Parfum, effectivement, qui est pour moi un autre grand point de départ, un moment clé dans ma vie. J'emménage à Paris en septembre 2009 pour poursuivre mes études dans le domaine de l'urbanisme. J'intègre l'Institut d'urbanisme de Paris, puisque moi, je ne souhaitais pas être né parfumeur, en fait. Voilà, le parfum est une des plus grandes passions de ma vie. Et je me souviens être allé voir une conseillère d'orientation au lycée, et il fallait une formation scientifique, etc. Puis en dehors du métier de parfumeur, on m'avait pas proposé d'autre chose, en fait. Donc moi, j'ai exercé dans une de mes autres grandes passions, qui était l'urbanisme et la géographie. Donc j'ai fait mes études dans ce domaine. Bref, et donc je monte à Paris en septembre 2009 pour terminer mes études. Et eh bien, c'est un moment aussi très important pour moi, parce que je vais rencontrer Jeanne Doré, peu de temps après, en fait, et je vais rencontrer physiquement aussi certaines personnes qui vont devenir des amis. Donc c'est ces gens de la blogosphère, en fait, voilà. Mes connaissances également vont fortement se développer à ce moment-là, puisque je vais avoir accès. Alors j'allais à Paris de temps en temps, j'avais une partie de ma famille qui était parisienne, donc j'allais, je me souviens déjà vers 2005 chez Dior avenue Montaigne pour sentir le bois d'argent, vers 2007-2008 les exclusifs de Chanel, etc., les Hermescence également, bon, puis plein d'autres choses, les lutins, etc. Mais l'arrivée à Paris marque un tournant dans ma vie, donc il y a la rencontre avec plusieurs personnes, et Jeanne un jour s'intéresse un petit peu aux commentaires, à mes commentaires sur Eau Parfum. C'est vrai que moi j'avais un goût pour la parfumerie, notamment pour les grands classiques. Ça l'intéressait, puis elle m'a proposé de commencer à rédiger des articles également, de ne plus être seulement commentateur, mais également passer du côté de la rédaction d'articles. Et ça a été très important pour moi. Je la remercie infiniment pour tout ce qu'elle m'a offert. Dominique Brunel également, je viendrai par la suite. Et à partir de 2010, j'étais plus grand, j'avais d'autres moyens financiers, et j'ai pu commencer à m'offrir vraiment mes parfums. Et j'ai commencé à parcourir les salons de vente aux enchères, ainsi que les salons de collection de parfums qui ont toujours lieu encore, notamment en Île-de-France, parce que je souhaitais découvrir des parfums qui n'existaient plus, donc que je n'avais jamais pu sentir, mais dont j'avais lu des choses formidables. Donc j'ai commencé une collection de parfums vintage, qui n'a cessé de croître avec les années, et qui m'a permis vraiment de progresser dans ma connaissance des parfums, et notamment des grands classiques. Par la suite, je vais avoir des propositions, il y a des conférences qui vont commencer à naître, que je vais mener, où je vais faire sentir ces parfums, voilà, que je vais animer effectivement auprès d'un public de passionnés, d'amateurs, etc. Puis certaines marques vont faire appel à moi également dans le cadre d'interventions, voilà, pour former leurs équipes de vente à la culture parfum. Donc tout ça, voilà, se fait de manière extrêmement fluide en parallèle de mon métier d'urbaniste. Également, un autre point très important, c'est 2015-2016, la création de la revue Nez. Ça marque effectivement un nouveau tournant. Je vais notamment être en charge de la rubrique Flashback, où je vais traiter l'histoire de la parfumerie contemporaine avec un découpage par décennie. Donc ça, c'est très important. Et puis il y aura les ouvrages également qui vont émaner, notamment l'essence, parfum qu'il faut sentir avant de mourir, etc. Et aujourd'hui, le parfum, c'est votre métier à plein temps ? Oui, absolument. En fait, pendant quelques années, j'avais un peu une double casquette, on va dire plus vulgairement le cul entre deux chaises. En fait, j'avais mon métier d'urbaniste, et puis en parallèle, j'avais déjà une carrière de freelance, justement dans le domaine de la parfumerie, en tant que conférencier, intervenant, etc. Rédacteur également. Et puis, en 2017, il y a un grand tournant, je quitte mon travail et je cofonde
avec deux amis, Patrice Revillard et Marie Schnierer, qui étaient parfumeurs diplômés, fraîchement diplômés à l'époque, de l'École supérieure du parfum de Paris. Nous fondons le laboratoire indépendant de création Maelstrom. Et donc, je vais être durant 5 ans en charge des relations clientèle et de l'évaluation au sein du laboratoire. Alors là, effectivement, mes connaissances sur les matières premières vont vraiment fortement progresser. Je vais avoir le nez dedans toute la journée. Donc ça va être un moment très important. Et puis, je vais aussi écrire des articles. Donc il y a évidemment Yanné, il va y avoir ponctuellement le magazine Elle. Et puis, depuis 2019, je suis le spécialiste ou critique de parfum pour l'hebdomadaire Le Point. Il y a un réseau également qui va se développer fortement. Je vais être amené à rencontrer beaucoup de gens de l'industrie, au sein des marques, au sein des grandes maisons de composition, des parfumeurs, des évaluateurs, etc. Donc tout ça va... Enfin, il y a bien sûr évidemment également les conférences à l'Osmothèque. Je dois beaucoup, énormément à toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer qui m'ont énormément appris au cours de ces années. Ça a été des choses, des éléments très très précieux dans ma connaissance pour affiner justement ma culture olfactive. Et aujourd'hui, vous qui êtes autodidacte, vous enseignez. Voilà, oui, effectivement, j'ai cette chance, vraiment, et je pèse mes mots, hein, ce plaisir immense d'enseigner l'histoire du parfum, l'histoire contemporaine de la parfumerie, à l'École supérieure du parfum de Paris depuis 2 ans. Et c'est quelque chose qui est formidable pour moi. Voilà, je suis ravi de pouvoir justement transmettre. Moi, j'avais pas envie, depuis le début, de garder ma passion, mes connaissances. Voilà, pour moi, l'idée, c'était de le partager dans le cadre de conférences et puis avec justement mes élèves à l'ESP, oui, tout à fait. Johan, ce livre que vous venez de signer chez Néculture, c'est une histoire de parfum. Et donc, le point de départ, c'est cette rubrique que vous avez citée tout à l'heure, dans la revue Né, qui s'appelle Flashback. C'est bien ça ? Tout à fait. Cette rubrique Flashback, dans laquelle j'ai pu traiter, au fil des différents numéros de la revue, vraiment toutes les décennies, depuis 1880 jusqu'à 2019, en fait. Voilà, on s'est arrêté à la veille de la pandémie de Covid-19. Et puis, un jour, Jeanne, Dominique me propose, Mathieu Chevara également me propose, de faire de tous ces textes, en fait, un ouvrage. Et l'idée, c'était quand même donc de remanier les textes, de donner d'apporter une espèce de fluidité, du liant, justement, de tout revisiter pour en faire un ouvrage parfaitement unifié, en fait. Voilà. On a eu beaucoup de travail de remaniement. Et donc chaque chapitre au sein de l'ouvrage, chaque décennie s'achève par l'interview d'un grand acteur de l'industrie, des personnes très importantes, que j'admire absolument depuis très longtemps, comme Olivier Crespe, Édouard Fléchier, Jean-Jacques, Frédéric Malle, Aliénor Massenet, Christine Nagel, Olivier Polge, Thierry Vasseur, Michel Rounitska, Olivier David. Donc voilà, et ce qui m'intéressait en fait vraiment à travers cet ouvrage, c'était de montrer que la parfumerie s'est toujours imprégnée de l'air du temps et qu'elle restitue en fait sous forme olfactive les métamorphoses de chaque époque et qu'à travers le parfum, on peut comprendre le temps, on peut comprendre une période, une époque, et que le parfum n'est pas un objet superficiel et n'est pas qu'un simple sambon, un objet de séduction. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il y a eu des périodes plus difficiles à documenter que d'autres ? Alors oui, et je ne vous dirai pas que ce sont les périodes les plus anciennes. Les plus complexes pour moi ont été les périodes les plus récentes, je dirais à partir des années 90, et donc 2000-2010 également. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a, à partir de ces époques, une espèce de parfumerie vraiment prolifique. Il y a une profusion, un foisonnement, beaucoup plus de lancements, et des tendances olfactives parfois plus ou moins marquées. En tout cas, tout ça est très complexe à analyser, et puis là, pour le coup, je ne m'appuie pas sur des ouvrages, etc. Là, c'est vraiment mon analyse propre, donc c'est d'autant plus complexe. Et effectivement, structurer ma pensée sur l'analyse de ces différentes périodes foisonnantes, ça c'est quelque chose qui a pu être à certains moments difficile, effectivement, pour ne pas s'égarer. Et vos sources pour documenter tout ça, ce sont des livres, j'imagine. Alors effectivement, beaucoup d'ouvrages. Moi, je vais citer certaines personnes qui ont été essentielles pour moi, mais depuis des années en fait, non pas juste pour cet ouvrage. Il y a Michael Edwards. Ça, c'est vraiment, par exemple, Parfum de légende, c'est vraiment un ouvrage absolument extraordinaire. Il y a les travaux d'Eugénie Briot, d'Elisabeth de Fédot, d'Annick Le Guerrer, notamment.
Voilà, ça, ce sont des livres très très importants pour moi. Tout ça aussi a été enrichi par le contact des différentes personnes de l'industrie, mais des gens qui exercent actuellement, mais également des gens qui ont exercé dans les années, qui travaillent dans le domaine de l'industrie au sein des maisons de composition ou des marques dans les années 70, 80, et donc il y avait un regard historique précieux. Ces personnes ont été pour moi comme des passeurs de mémoire en fait. Très important. Puis bon, moi aussi, au fil de mes années, etc., j'avais quand même beaucoup pris de notes, j'avais commencé à rédiger beaucoup de textes, mais juste pour moi, pour conserver justement la mémoire des choses. Voilà. Le livre présente le parfum comme un reflet des évolutions sociales, sociétales, géopolitiques. Je vais vous faire sentir 3 fragrances, oui, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Et à vous de me dire ce qu'elles vous évoquent. Très bien. Alors on y va. Voilà, donc là c'est le premier parfum. Évidemment, vous ne regardez pas. Merci. Voici. Alors. Ah, mais bon. Bon, là, alors il s'agit de, j'imagine, enfin je suis sûr, de Diorissimo, de Christian Dior, qui est vraiment un de mes parfums préférés. J'ai un amour infini pour cette fragrance. Je trouve que c'est un parfum d'une beauté absolue, touchée par la grâce. J'ai découvert sur ma mère dans les années 2000. D'ailleurs, j'ai juste une petite anecdote. J'ai été tombé amoureux de Diorissimo, justement, parcourant les Sephora. Et bon, voilà, moi, j'avais pas demandé ce parfum à Noël. Je me voyais pas commander un parfum dit féminin à l'époque. Alors, aujourd'hui, ça a changé, hein, mais à l'époque, en tout cas, à 12-13 ans, non. Et donc, j'avais demandé, je l'avais fait sentir à ma mère, elle avait trouvé ça sublime, et j'avais demandé à mon père de lui offrir pour son anniversaire, en fait. Mais alors, juste, j'avoue, de manière très égoïste, et avec un petit brin de manipulation, dans l'espoir de pouvoir, le porter. Et donc, je pense que j'ai participé à vider grandement le flacon, puisque je m'en vaporisais allègrement, voilà, le soir avant d'aller me coucher. Je trouvais que c'était un parfum sensationnel. Et le muguet est ma fleur préférée, et puis il y a toute l'histoire qui entoure ce parfum. Bref, alors, ce parfum, Diorissimo 1956, Edmond Hroniczka, un chef-d'œuvre de la parfumerie, un des plus beaux, peut-être même, sinon le plus beau muguet de la parfumerie, mais c'est un parfum qui est plus que ça. On le décrit souvent comme un soliflore, ce que je trouve tout à fait juste. Pour moi, il va plus loin, c'est une atmosphère printanière, c'est vraiment le printemps capturé en flacon. Donc c'est un travail d'Edmond Hroniczka qui avait étudié le muguet depuis les années 50. Il avait planté un parterre dans sa propriété, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, que j'ai eu l'occasion de voir. Donc il y a voilà, et c'est un parfum avec une architecture nouvelle. C'est un parfum très fluide, beaucoup moins chargé que les fragrances, par exemple des années 40 ou la première moitié des années 50, qui marque une nouvelle étape dans la parfumerie et dans l'œuvre d'Edmond Hroniczka également. C'est un parfum fondateur. Alors le muguet, j'avais oublié de le préciser, est également la fleur fétiche de Christian Dior, hein, donc il y a une histoire, je trouve, très belle, très intéressante. Et il est lancé en 56, un an avant la mort prématurée de Christian Dior, donc il décède en 1957. Diorissimo, comment dire, c'est un parfum inhabituel pour les années 50, avec son écriture limpide, épurée, comme ça, donc neuve, mais en même temps, je le rattache très facilement à l'époque, puisque pour moi, c'est un parfum haute couture. Les années 50, c'est déjà une période, en fait, où ce qu'on appelait les couturiers parfumeurs, voilà, les couturiers parfumeurs dominent, en fait, le marché. Donc c'est l'époque notamment évidemment de Dior, il y a Balmain, il y a Rochas, Givenchy, etc. Il y aura Yves Saint Laurent par la suite, il y a Chanel bien évidemment. Donc c'est un parfum de couturier, c'est un parfum qui pour moi reflète toute l'élégance de la haute couture Dior en fait. C'est un parfum somptueux, très très chic, très distingué. Et qui le porte à l'époque ? Alors, à l'époque, la parfumerie n'a pas encore amorcé son processus de démocratisation. Hein. Donc, c'est un parfum qui est réservé à une élite, notamment aux clientes de la haute couture, pas que, mais également une clientèle voilà, aisée. Il n'est pas porté par toutes et tous, effectivement. Alors, les notes de ce parfum, Johan, comment est-ce que vous le décririez ? Alors, je ne vais pas le décrire de manière trop technique, c'est pas très intéressant, mais il y a vraiment cette espèce de verdeur en tête. Ce côté cristallin, aérien, sublime, légèrement fruité comme une facette poire très subtile. Et puis le muguet dans toute sa splendeur, un muguet à la fois très réaliste, mais transfiguré également. On va encore au-delà du muguet. Et c'est très intéressant. Diorissimo, vous le sentez sur la peau, sur touche. Vous pouvez distinguer un petit peu les traits de l'artiste. On va reconnaître certaines notes, certaines aspérités. En revanche, si vous le sentez un peu plus loin, avec plus de recul dans le sillage, là c'est vraiment une brassée de muguet qui surgit, c'est somptueux. Donc on a toute cette floralité très belle, ce muguet, certaines notes un peu rosées, jasminées, etc., qui servent à créer notamment l'accord muguet. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, c'est comme si l'on s'avançait dans les sous-bois, le parfum s'assombrit
très très légèrement, avec beaucoup de pudeur et de délicatesse, toujours comme ça. C'est un parfum touché par la grâce. Je pense ne pas avoir assez de mots pour décrire toute sa beauté. Je le redécouvre grâce à vous. Johan, aujourd'hui, ce parfum Diorissimo, il se vend toujours? Oui, heureusement, Diorissimo est toujours commercialisé. Il existe dans 3 versions. L'eau de toilette, qui est sublime. Je pense que c'est la version que nous sentons d'ailleurs là, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble reconnaître l'eau de toilette actuelle, que je trouve très belle. Il y a l'eau de parfum et l'extrait de parfum, qui je crois a été relancé en 2012 par François Demachy, et qui est absolument somptueux. Somptueux, vraiment. Je conseille fortement aux personnes qui pourraient être intéressées d'aller découvrir Diorissimo en extrait de parfum, c'est une merveille. Moi je retrouve le parfum, parce que j'en ai des flacons vintage, à partir des années 70, je retrouve vraiment le Diorissimo de ces époques-là. Très bien, Johan, on va poursuivre ces découvertes. Donc... Ah, à vous entendre, ça ce n'est pas un vaporisateur. Absolument, on peut rien vous cacher. Merci. Et voici, alors... Ah, autre époque. Bon, je pense que c'est le numéro 19 de Chanel. Vu la note, je pense qu'il s'agit de l'extrait de parfum. Oui, c'est l'extrait de parfum. Effectivement, bon, puis en plus, effectivement, dans un format flacon. Que dire? C'est peut-être un des parfums les plus élégants qui existent. C'est un parfum d'un raffinement extrême, je l'aime énormément. Alors, numéro 19, il sort en 70, c'est le dernier parfum voulu, pensé par Gabriel Chanel, qui décède en janvier 1971. Donc c'est le dernier parfum lancé du vivant de Gabriel Chanel. Il est créé par Henri Robert, qui était le parfumeur de la maison de l'époque. C'est un grand floral vert avec un fond boisé, légèrement chypré. C'est très intéressant, le numéro 19. Il est moins connu, effectivement, que numéro 5. D'ailleurs, je sais qu'il y avait quelques doutes quant au fait de le lancer, parce qu'on avait peur, à la fois bien qu'il soit... On avait peur qu'il ne phagocyte, qu'il ne concurrence le numéro 5? Oui, qu'il ne concurrence, ou alors justement qu'il pâtisse peut-être du succès également du numéro 5 en fait, qui était un monument déjà, évidemment à l'époque, c'était le parfum le plus vendu du monde déjà à l'époque, je crois. Donc, et heureusement que Chanel a eu l'excellente idée de lancer le numéro 19, parce que c'est un parfum incroyable. Bon, alors le 19, 1970, effectivement, là on est dans une ère très intéressante, avec une parfumerie qui s'est déjà désembourgeoisée, un petit peu une parfumerie qui s'est mise au vert également. Alors ça, c'est dans la mouvance des années 60, effectivement, il y a des parfums qui vont marquer des ruptures majeures, comme l'eau sauvage de Christian Dior en 1966. Donc, avec une parfumerie un petit peu désengoncée, je dirais, plus libre, plus fluide. Donc on a ces eaux fraîches, vertes, chyprées, qui parlent d'une proximité avec la nature très en vogue à l'époque, cette fluidité, également des parfums plus, androgyne. L'eau sauvage, par exemple, sera le parfum pour homme le plus porté par les femmes durant de nombreuses décennies, etc. Ce sont des parfums, pour moi, de liberté. Donc ces eaux fraîches, chyprées, et également donc ces notes vertes, comme dans le numéro 19, qui témoignent de ce retour vers la nature, l'idée de se mettre au vert, mais toujours avec quand même beaucoup d'élégance. Le numéro 19, on a ces notes donc vertes, galbanum, qui donnent également un côté jacinthe, une évolution vers un cœur floral, rosé, un peu muguet également, cet iris somptueux qui vient poudrer l'ensemble, et ce fond donc poudré qui se boise également avec beaucoup d'élégance, Santal, notamment le vétiver, quelques notes comme ça, boisées, ci et là. Vraiment, ça c'est sensationnel comme parfum. Ouais, c'est vrai que vous parliez d'élégance, c'est vraiment le mot. Il a une... Oui. Forme de panache et en même temps une forme de côté essentiel, simple. Complètement. Il a cette espèce cette élégance décontractée, presque nonchalante, que moi j'affectionne beaucoup. On n'est pas sur un parfum guindé en tout cas, je trouve et qui n'est pas non plus alourdi par des effets de style un peu ampoulé. Non, vraiment, ça c'est très très beau ça. Et heureusement ça existe toujours aujourd'hui. Dans une version extrait de parfum, eau de parfum et eau de toilette. Vous le disiez, pour le numéro 19, il y a eu une sorte de... Peut-être pas d'hésitation, mais il y avait quand même un grand défi de le lancer. Un défi, oui, c'était un défi, je pense, effectivement, oui. Et ça a été un succès, pas tant que ça. Alors si, mais moins que le numéro 5, par exemple, si on devait faire une comparaison. Mais c'est un parfum qui va rencontrer un succès, tout à fait. Vous montrez assez bien dans le livre que dans les années 70,
il y a deux courants un peu antagonistes. Il y a ce côté, toutes ces eaux fraîches, et puis il y a ce aussi côté vert, effectivement. avec ce côté vert dont on vient de parler. Et il y a quand même des parfums emblématiques qui vont sortir et qui sont beaucoup plus dans l'opulence. Oui, alors effectivement, une rupture va s'amorcer en 1977 avec le lancement d'Opium d'Yves Saint Laurent. Ah oui, alors là, effectivement, on bascule dans une autre dimension. La parfumerie entière bascule dans une autre dimension, c'est un choc olfactif, c'est un choc esthétique. Déjà, Opium va remettre en fait au goût du jour un genre un peu oublié depuis les années 40 en France, pour schématiser, les parfums ambrés, dits orientaux. Bon, ambrés, je préfère. On est vraiment dans un registre olfactif radicalement opposé, à ces eaux fraîches, chyprées ou à ces floraux verts, effectivement. Alors on va avoir des notes un peu fruitées, des notes florales très opulentes, florales blanches notamment, un fond, à la fois résineux, baumé, presque chypré, boisé également, très puissant, des épices chaudes. C'est un parfum avec un sillage absolument démentiel qui va rencontrer un succès phénoménal. Opium est un monument de la parfumerie et il va avoir, alors évidemment une importance majeure dans l'histoire de la parfumerie, mais il préfigure en fait les années 80 également. Il marque un tournant et les années 80 vont s'inscrire un petit peu, alors de manière parfois un peu différente et en s'en éloignant, c'est très bien, mais dans le sillage d'Opium, dans cet esprit un petit peu maximaliste, puissant, sulfureux, un peu, décadent et qui va très bien avec l'esprit justement des années 80, avant que tout le monde ne se réveille avec la gueule de bois à la fin de la décennie. Bon, à propos de décennie, donc si je récapitule, donc vous avez tout à fait reconnu donc Diorissimo, 1956. On vient de sentir le numéro 19, 1970. Et maintenant, troisième et dernier parfum, une autre décennie. Je vais vous laisser découvrir. Vous me faites sentir que des parfums que j'adore. Ah bah, ça tombe bien. C'est vraiment un autre parfum qui a marqué ma vie, c'est Trésor de Lancôme. Pareil, j'ai l'impression de radoter, de dire toujours la même chose, mais bon, c'est comme ça, j'adore ce parfum également. J'ai découvert très jeune, j'en avais une miniature, parce qu'à l'époque, déjà je me souviens dans les années 90, donc encore une fois, vraiment j'étais très jeune, et à la télé, il y avait les campagnes publicitaires. Moi j'ai découvert, non pas les premières, mais celles du milieu-fin des années 90 avec Inès Sastre. Je trouvais les pubs absolument somptueuses, j'adorais, je trouvais ça sublime, cette espèce de féminité radieuse, lumineuse, ce côté caressant, cette tendresse. Mon Dieu, je trouvais ça très très beau. Et donc j'ai découvert par la suite Trésor dans les parfumeries, j'ai eu une miniature du parfum et j'en mettais très souvent sur ma peau. J'ai vidé la miniature, je crois, en un mois. Et j'ai trouvé ça très joli. Alors Trésor, c'est un floral fruité, créé par Sofia Grossman en 1990 pour Lancôme, donc qui est typique d'ailleurs du travail de Grossman, sur les notes rosées, violettes, etc. Alors on a ce départ, cette pêche, ce côté même peau de pêche, ce côté très dufteux, très caressant, fruité, très soyeux, qui évolue sur un cœur de rose, de violette, très doux. Avec ce côté également poudré, très musqué, héliotropine, santalé, et un fond un peu vanillé bien sûr, et un fond très légèrement cuiré qu'on va percevoir un petit peu à l'évolution. Trésor est un parfum essentiel qui va être un immense succès pour Lancôme à l'international. C'est un parfum de rupture qui introduit les années 90, selon moi. Alors il y en a d'autres, celui-ci est un des parfums qui propulse la parfumerie dans une nouvelle décennie, dans une nouvelle ère en fait. Et en quoi il joue la rupture ? Eh bien, Trésor est également un parfum en fait, de transition, puisque son sillage puissant quand même, opulent, le rattache encore un petit peu à la décennie précédente, les années 80. Mais son message, lui, nous parle d'une nouvelle ère, et vraiment des années 90. C'est un parfum qui va jouer vraiment sur l'émotion et non pas sur cet aspect, très matériel, matérialiste, qu'on retrouvait beaucoup plus dans les années 80. Il n'y a pas ce côté un petit peu dramatique et sombre non plus. Donc voilà, cet aspect très lumineux, le côté introspectif, tourné vers soi, sur l'émotion, ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans la dernière décennie du XXe siècle, à l'approche de cet an 2000, qui fascine tant et qui effraie également. C'est le parfum d'une féminité épanouie. Je l'aime beaucoup. Alors il y a d'autres parfums
de cette époque qui sont absolument essentielles. Les années 90, pendant longtemps, on les a un petit peu dénigrées. On a dit, c'était juste ça et ça. Non, c'est une décennie quand même qui est très complexe et qui a fait naître de nombreux chefs-d'œuvre. En quoi on les dénigrait ? Qu'est-ce qu'on... On disait, c'est des parfums. Souvent, c'était déjà un peu marketing. On n'était plus dans la grande parfumerie. Moi, je m'oppose à cette vision. Je la trouve totalement erronée. Et preuve, à l'appui, on a eu des parfums absolument incroyables. Donc, on a notamment l'apparition des floraux océaniques ou floraux aquatiques. Alors, il y a Escape de Calvin Klein, l'Odyssée d'Issey évidemment un monument créé par Jacques Cavalier. Ça, ce sont il y aura l'Acquadigio d'Armani, d'Alberto Morillas, etc. Il y a d'autres, L'Eau par Kenzo d'Olivier Cresp, etc. Beaucoup chez Firmenich d'ailleurs. Et les floraux aquatiques sont très intéressants. On est dans une nouvelle ère. Alors il y a une fascination il y a la vague New Age de l'époque. L'eau est un élément très présent dans les années 90. Il y a cette idée en fait symbolique de se purifier. Donc symboliquement, le corps et l'esprit face, au monde moderne, monde contemporain qui est quand même assez effrayant, avec des catastrophes politiques, sanitaires. Sanitaire aussi, oui. Effectivement, bien sûr. Les années SIDA. Ce sont les années SIDA, bien sûr. C'est également peut-être les débuts d'une prise de conscience environnementale, écologique. On parle beaucoup de la couche d'ozone à l'époque. Ça, c'est vraiment un des grands sujets sur le plan environnemental de la décennie 90. Et puis, c'est les débuts du bio, également, du mieux manger. Voilà, c'est l'ère du yoga, etc. Ce côté très zen également qui apparaît. Donc pour moi, l'eau est un élément tout à fait qui fait sens. Et donc c'est la première fois que la parfumerie s'intéresse à retranscrire l'odeur de l'eau et en particulier de l'eau de mer. On a également, bien évidemment, l'avènement des parfums gourmands avec Angel de Mugler par Olivier Cresp en 1992, parfum qui va être un tremblement de terre et qui a été pensé, ce que dit d'ailleurs Olivier Cresp, comme un parfum qui a été lancé comme un parfum dit de niche, en fait. Effectivement, si ce parfum avait été testé, peut-être qu'il n'aurait pas pu être lancé. Il y a un parti pris phénoménal derrière Angel qui est admirable. Voilà, que dire, c'est un choc olfactif, c'est un choc esthétique également de par son flacon, cette étoile, ce parfum bleu, le nom, tout l'univers Mugler retranscrit encore une fois en flacon, ce parfum à la fois. Alors moi, dire c'est un parfum gourmand, etc., c'est vrai, mais c'est un peu réducteur. C'est un parfum qui a une construction qui est très complexe, qui est très sophistiquée, qui est très marquée par un patchouli, une construction quand même duale comme ça, où les notes gourmandes viennent s'opposer à ce patchouli, se lient et s'opposent en fait à ce patchouli très sombre, un peu terreux. Moi, je trouve que c'est un parfum sensationnel, et donc il va mettre du temps à s'apposer pour devenir le succès que l'on connaît, et il va véritablement lancer la vague des parfums gourmands. Donc beaucoup d'autres maisons, d'autres marques vont réinterpréter le style de manière différente, évidemment, mais voilà. C'était un choc olfactif, c'était quelque chose de très inhabituel au moment de son lancement, et souvent les révolutions d'hier forment ou deviennent les normes d'aujourd'hui. C'est le cas d'Angel. Les notes gourmandes vont progressivement s'imposer jusqu'à devenir très appréciées, très recherchées et constituer une nouvelle norme. Alors, d'autres choses également, sur les années 90, il y a le caractère unisexe qui commence à s'imposer avec le monument Kessie Kewan, qui est le parfum de toute une génération. Moi, étant un enfant des années 90, je me souviens le sentir vraiment très très fréquemment à l'époque. Déjà dès l'école primaire, et puis ensuite, même dans les années 2000 au collège, puis au lycée, c'est un parfum essentiel. Il y a également cette idée dans les années 90, un côté... Alors, un pays, la France, est un monde riche de sa pluralité, le multiculturalisme qui est quand même mis en avant, alors notamment en France, face à la montée. Déjà à l'époque du Front National, la France revendique ses valeurs, son multiculturalisme, et alors il y aura évidemment, on s'en souvient en 1998, le terme la France black, blanc, beurre, etc. Mais en tout cas, pour amener ça au parfum, c'est une époque où il y a aussi un aspect très coloré, d'exotisme. On nous parle d'ailleurs. Voilà, alors je pense à des parfums comme Kenzo Jungle, notamment Organza de Givenchy. C'est un parfum que j'aime beaucoup et qui reflète un petit peu cet esprit multiculturel, l'inspiration d'un ailleurs. Vous l'avez dit, vous avez notamment eu envie de réévaluer ces années 90. Est-ce que, pour ce livre, vous avez eu le sentiment de réhabiliter
des mouvements ou des parfumeurs ou des parfums? Alors en tout cas, je vais juste terminer effectivement, parce que sur les années 90, j'espère, c'est peut-être très prétentieux, hein, j'en sais rien, mais en tout cas de tenter de réhabiliter ces années 90. Ça c'est vraiment un combat que j'ai depuis plusieurs années, parce que moi je les trouve fantastiques. Après voilà, hein, c'est l'époque de mon enfance, moi j'ai passé une enfance merveilleuse, j'étais déchaîné, c'était super les années 90 pour moi, donc bon, c'est une époque que je chéris, et je chéris la parfumerie de cette période, mais parce que, voilà, on a souvent dit, c'était des parfums déjà très marketing, etc. Moi je pense que c'est une période effectivement avec de nouveaux enjeux, effectivement une internationalisation de la parfumerie, des enjeux aussi de rentabilité à court terme. Le marketing est très important, mais marketing n'est pas un vilain mot, enfin pas du tout. Et en même temps, une créativité. On explore de nouveaux territoires olfactifs. Donc pour moi, c'est une période totalement équilibrée en fait entre ces aspects financiers et ces partis pris esthétiques et olfactifs très marqués. Quant au fait de réhabiliter d'autres parfumeurs, alors je ne sais pas, je pense peut-être à Armand Petitjean, fondateur d'une d'une maison extrêmement connue, bien sûr Lancôme, mais je crois qu'on a parfois oublié un petit peu qui était Armand Petitjean, et c'est un monsieur très important, donc qui a travaillé chez Coty et qui a collaboré donc avec Coty, et puis qui ensuite en 1935 fonde sa maison de parfum, mais également très vite il y a du maquillage, il y a du soin chez Lancôme. Et Armand Petitjean, voilà, j'en parle quand même à plusieurs reprises, est un parfumeur de grand talent qui mérite d'être plus connu. Alors une autre maison très connue, également les parfums Caron, Ernest Daltroff, son fondateur, est peut-être un petit peu moins connu. Moi c'est un parfumeur pour lequel j'ai un respect infini, j'ai une passion pour les parfums Caron depuis très longtemps également. Ernest Daltroff a écrit à lui seul un pan entier de la parfumerie. Il est à l'origine notamment d'une famille... Alors Coty, hein, ça effectivement, mais très très connu, va réécrire vraiment l'histoire de la parfumerie moderne, mais il y a également Ernest Daltroff, avec des parfums somptueux comme le tabac blond, le narcisse noir, En avion pour un homme en 1934, bien sûr, les pois de senteur de chez moi, Belloggia, bon, j'en oublie d'autres, hein, évidemment, mais voilà. Daltroff, très important. Et également le travail d'Henri Alméras chez Jean Patou. Ça, j'adore les parfums Jean Patou, ils sont également sensationnels, puisqu'ils racontent parfaitement leur époque. On voit en 1936, notamment Vacances de Jean Patou, donc créé par Henri Alméras, et qui est une célébration des accords de Matignon, donc des premiers congés payés. Voilà, ça c'est très important. Il y aura d'autres parfums comme ça. Alors bon, il y a évidemment le Joy qui est très connu, mais Caldé qui parle aussi d'une époque, l'époque de l'avènement du bronzage, qui est une très mauvaise chose, mais le bronzage. Mais oui, avec ces autres fleurs blanches. Dans les années 1920, c'est une période où les élites bronzent, alors qu'avant le bronzage était l'apanage des classes plutôt paysannes, etc. Bon, bref, les parfums Jean Patou racontent très très bien leur époque à chaque fois, je trouve. Le livre s'achève sur la décennie 2010 jusqu'en 2019, juste avant la pandémie, comme vous le disiez. Oui. Si vous deviez là maintenant écrire ou commencer à écrire le chapitre sur la suite, parce qu'on est en 2023, quel regard apporteriez-vous sur l'industrie d'aujourd'hui ? Alors, beaucoup de choses à dire, je pense que là je n'aurai pas le temps, mais en tout cas, il y a un changement qui s'est amorcé, effectivement. On voit aujourd'hui la prise de conscience environnementale qui s'impose et qui fait pleinement partie aujourd'hui, qui est prise en compte dans chaque lancement, véritablement, dans le discours également, à travers les ingrédients, mais également les emballages, toute la chaîne de production, ça c'est une très bonne chose. Un retour également peut-être vers un petit peu plus de mesure. Une parfumerie porteuse d'un message d'espoir, d'optimisme également, notamment pour les femmes. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans la parfumerie actuelle, cette idée d'une femme forte qui maîtrise sa vie, une femme libre de ses choix. Et je trouve ça évidemment très, très appréciable. Et je trouve qu'on a aussi un retour peut-être un petit peu moins de notes gourmandes, un retour vers plus de floralité, aujourd'hui en tout cas. On se rapproche un peu plus des éléments de la nature. Moi je pense que la parfumerie est en train d'ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle page, une très belle page de son histoire en tout cas. Et sur quoi portera votre prochain livre ? C'est une excellente question, je ne sais pas. J'ai beaucoup de changements dans ma vie professionnelle actuellement, donc de nouvelles choses se profilent pour moi. Donc là, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Je pense à travers ce livre avoir en tout cas pu mettre sur le papier en tout cas la plupart des choses qui m'ont fasciné, qui me passionnent dans le domaine du parfum. Donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de choses à ajouter en tout cas.
En tout cas, toute cette passion et tous ces savoirs se ressentent vraiment dans votre livre. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous, merci infiniment. Vous voulez repartir avec l'un des trois, peut-être Oh bah je veux peut-être le Durissimo. Merci beaucoup. C'est cadeau. C'est gentil, merci. Vous venez d'écouter un podcast by Né. Retrouvez cette émission sur podcast.byné.com et sur les plateformes habituelles.